Cette vallée appartient à un monde disparu, à une époque oubliée. Ici, à la frontière du Pays de Galles, 5 spécialistes triés sur le volet exploitent une ferme comme elle l'aurait été il y a 400 ans. N'utilisant que les ressources disponibles en l'an 1620, ils y travailleront pendant une année entière, remontant le temps afin de redécouvrir un mode de vie appartenant à un âge révolu. Nous sommes en octobre. C'est notre 2e mois à la ferme et le travail ne manque pas. Il y a 400 ans, la priorité aurait été de rentrer le reste de la récolte de fruits. Il y a encore beaucoup de poires. Il faut aussi mener les cochons sous les arbres. Comme nous avons eu une très bonne récolte de noix, ils vont s'en nourrir et bien engraisser pour être tués plus tard dans l'année. Mais notre plus gros projet, c'est l'étable. Il faut poser un toit bien étanche avant l'hiver. C'est une tâche énorme. La première étape consiste à fixer les chevrons. Stuart, Alex et Fonz s'y attellent. Dans une semaine, des artisans chaumiers viendront poser le chaume, ce qui laisse 7 jours pour terminer la charpente. À peu près perpendiculaire. Non, tu dois. Ce sera moins profond. Ça va sortir ici. Faut que je la mette comme ça. Oui. Vu l'endroit où tu es, il faut que tu ailles à peu près jusque-là. Ça y est, ça mord. C'est un travail éreintant. Il faut que je surveille cet angle. On n'est pas en train de dévier vers le bord? Continuez à appuyer, sinon ça baisse un peu. Il faut garder la pression vers le haut. Comme ça. Ça va plus par là. Comme ça? Oui. J'essaie de ne pas la pousser, de la laisser aller. Je peux? Parfait, génial. Il y en a 2 par chevron. Ça fait 64 trous, c'est ça? Oui. Et il reste combien pour celui-ci? Un demi-pouce. Un demi-pouce. On est à mi-chemin. C'est une question de technique, comme la plupart des choses que nous avons faites ici depuis 2 mois. On est tout feu tout flamme et à la mi-journée, quand on commence à faiblir et à avoir mal partout, on réalise qu'il s'agit surtout de technique et qu'il faut savoir se ménager aussi. L'une des tâches matinales, faire sortir les poules, revient à Chloé. Nous avons 4 poules et un coq. Il est là pour surveiller les poules. Il les rassemble et les dirige. Et en général, il fait beaucoup de bruit quand quelque chose les dérange, lui ou une de ses poules. En cette saison, nous ramassons 1 ou 2 œufs par jour maximum. Normalement, on devrait avoir au moins un œuf par jour et par poule en pleine saison de ponte. Mais on approche de la période de la mue et elles ne produisent pas aussi volontiers. Après les jours ensoleillés de septembre, octobre apporte la pluie dans la vallée. Les champs nouvellement ensemencés ont bien besoin d'eau, mais ça ne facilite pas la tâche de ceux qui travaillent sur le toit de l'étable et pour qui le temps est compté. Je vais peut-être décider d'arrêter, il commence à tomber des cordes. Stuart, je me demande si on ne devrait pas... Allons nous abriter. On va aller s'abriter, on reviendra finir plus tard. À l'arrière de la ferme, dans la cuisine, Rousse prépare le déjeuner. Chez les paysans, il y a 400 ans, le premier repas de la journée était servi après quelques heures de dur labeur. J'ai préparé du porridge pour le déjeuner ce matin. Il fallait que je fasse bouillir de l'eau de toute façon et que j'allume le feu pour faire chauffer le lait. J'ai aussi des mûres que je vais mettre dedans. Ça rendra les choses plus intéressantes. Dehors, la pluie rend le travail difficile. Et les vêtements du XVIIe siècle n'arrangent pas les choses. Ces manteaux sont 100% laine et pour le moment, comme on les rentrait assez vite, l'eau reste à la surface. Mais quand ils seront complètement saturés, ils pèseront 5 à 7 kilos de plus. Et à cette époque de l'année, il faudra au moins 2 semaines, même devant le feu, pour qu'ils sèchent complètement.
Alors, quand le temps devient trop mauvais, on rentre pour vaquer aux occupations qu'on a réservées pour ça. L'équipe s'adapte à cette vie de travail au grand air, mais il lui faut un régime de bonne nourriture solide pour la soutenir. Qui veut du porridge? À l'époque de Shakespeare, les paysans mangeaient beaucoup plus qu'on ne le pense. Le travail physique intense qui leur était demandé leur faisait consommer autant de calories que les athlètes modernes, jusqu'à 4000 par jour. Du beurre et du sirop. Il y a un endroit où ils pourront brûler quelques-unes de ces calories, le potager, car c'est en octobre qu'on ramassait les derniers légumes verts avant de subsister tout l'hiver avec des aliments séchés et conservés. Cette roquette est encore belle. Elle a encore de belles feuilles, même si tard dans la saison. Je pense qu'elle tiendra encore une semaine ou deux si j'épince les fleurs pour qu'elle donne toute son énergie à la feuille plutôt qu'à la graine. On pense souvent que c'est un ingrédient moderne importé et très chic, mais c'est faux. C'est une salade de jardin anglais traditionnelle. Elle s'est démodée à l'ère victorienne, mais sinon, il y a toujours eu de la roquette dans notre histoire. Il faut des douzaines de chevilles pour fixer les madriers sur le toit de l'étable. Comme le métal était trop cher et aurait pu corroder les chevrons, Alex essaie de les façonner dans du bois. C'est l'équivalent XVIIe siècle de l'établi Black & Decker. L'étau est là. Il est actionné par mon pied. Je glisse ça en dessous, comme ça. Et en poussant avec le pied, ça serre la cheville, vous voyez? Maintenant, il me faut ce qu'on appelle une plane. Je vais tout simplement raboter les coins, raser jusqu'à ce que j'ai une cheville de la bonne largeur. Voilà, je crois que ça y est. On va avoir besoin de quelque chose comme 70 chevilles, peut-être 75. Les chevilles fabriquées, Alex, Stuart et Fonz peuvent commencer à fixer le premier des 32 chevrons. L'avantage avec ces perceuses dernier cri, c'est qu'elles ne s'enrayent pas. Appuie en haut, Alex. C'est rentré, je le sens. Ils vont devoir passer à la vitesse supérieure s'ils veulent être prêts pour les chaumiers. Mais les chevilles d'Alex font l'affaire et les chevrons commencent à prendre forme. Ça tient, c'est génial. Pose l'autre de l'autre côté et on aura une paire de fêtes. Un nouveau matin illumine la vallée. Ruth et Chloé, accompagnés d'Alastair, le fils de Stuart, vont au verger. En octobre, la nature offre ses fruits en abondance et une belle récolte de poires attend d'être cueillie. Prends ton temps, mon grand, ne te presse pas. C'est une Black Worcester, une poire à cuire. Elle n'est pas bonne crue, elle est très dure. Mais à la cuisson, tout le sucre ressort. Elle s'attendrit et elle s'adoucit. C'est une poire qui se conserve bien. Ça vaut donc la peine de prendre soin de ne pas l'étaler, de ne pas les laisser par terre se faire mouiller. On choisit une belle journée sèche comme aujourd'hui. La reine Elisabeth adorait les tartes faites avec ses poires et on les retrouvait dans les présents qu'on lui offrait pour le Nouvel An, bien souvent en grande quantité. Il a fallu 4 jours pour poser tous les chevrons sur les tables. Mais avant de commencer à couvrir, le toit tout entier doit être entretoisé. Et cela va demander 2 jours de travail. Ces baguettes vont être entrelacées dans les chevrons pour former une masse sur toute la surface du toit, sur laquelle nous pourrons ensuite étendre les fougères et le chaume. Couper, trier et fixer les baguettes demande un véritable effort d'équipe. Elles doivent être vertes, sinon on ne pourrait jamais les plier comme ça. Elles sécheront sur place. Si on essayait de prendre des vieilles branches, elles se casseraient net. Même là, il faut faire attention à ne pas dépasser le point de rupture.
Ce sont les saisons qui dictent ce qui doit être fait et quand. Et pour y faire face, un système de tâches mensuelles s'est développé. Ce n'est pas l'individu qui décide de son propre système, il se transmet d'une génération à l'autre. Mais même comme ça, le temps est l'élément incontrôlable. S'il se gâte, il sera peut-être dangereux de travailler là-haut. Mais nous devons poser ce toit, sinon le bétail n'aura pas d'abri cet hiver. J'utilise une houlette de berger. Ce n'est pas vraiment fait pour ça, mais ça fait l'affaire. Il y a un crochet en fer au bout. Ça a l'air facile, mais les branches sont à la fois très souples et très dures. Elles résistent. C'est pas trop mal. Ça a comblé ce trou. J'ai fait pas mal d'archivage de bâtiments en tant qu'archéologue. C'est agréable de passer de la théorie à la pratique en construisant un bâtiment d'époque. L'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est le bois, les différentes sortes de bois et leur utilisation. Nous découvrons que le noisetier est parfait, surtout le noisetier très vert. Il semble se mettre en place très facilement. Maintenant que les baguettes sont entrelacées, le toit semble enfin solide. Il sera couvert de plus d'1 tonne de chaume. Travailler sur un toit en bois présente de multiples dangers, mais ce sont leurs chaussures d'époque qui inquiètent le plus Alex et Fonz. Ce sont d'authentiques souliers de cuir avec une semelle plate, mais en les portant, ça leur a donné plus d'adhérence. Alors que les miens sont ferrés, ce qui est très pratique pour marcher dans l'herbe. Mais dès qu'on arrive sur les pavés, on a tendance à glisser dans tous les sens. Et le bois peut être très glissant. Mais tu en portais l'autre jour. Oui, quand c'est mouillé, ça glisse partout comme des patins à glace. Maintenant que je les ai faits, ils sont plus confortables. Mais au début, j'avais des ampoules terribles. Et ce qu'il y a de curieux, je ne m'en suis pas aperçu quand on nous les a donnés, c'est qu'il n'y a pas de pied gauche ou de pied droit. Le cordonnier vous faisait une paire de souliers identiques. Quand ils sont arrivés, j'avais l'impression qu'on m'avait donné 2 pieds gauches. Celui-ci va plutôt bien, mais on dirait que celui-là devrait être sur ce pied-là. J'avais l'air complètement idiot au début. Je ne sais pas lequel je mets à quel pied quel jour. En gros, j'ai 2 pieds gauches. Ça change suivant mes ampoules. Bon, allons-y. Encore une belle matinée d'octobre. Pour la phase suivante de la toiture de l'étable, nous retrouvons notre équipe dans un champ d'angle, en train de couper les fougères qui constitueront la couche de base sous le chaume. Il nous en faut des masses. Le toit fait environ 150 mètres carrés et pour couvrir cette surface, il nous faut presque assez de fougères pour remplir l'étable, juste pour faire une couche de base pour le chaume. Il a plu la nuit dernière, mais je ne crois pas que ce soit un problème. La circulation d'air dans le hangar va tout sécher. On essaie de faire d'une pierre deux coups. C'est un champ d'angle où nous avons déjà pris de quoi faire les chevrons. Bon, en fait, nous le débroussaillons parce que nous voulons l'utiliser comme pâturage pour la culture. Nous n'avons pas encore décidé. Keith Paynes, artisan chaumier, est venu aider à couvrir le toit. Sa première tâche est d'aligner les bords. Je fais un sous-toit. C'est la première étape quand on refait le chaume. On se sert de paille en petites bottes. On n'utilise le blé sur pied que pour refaire tout le toit. On les noue en petites brassées. Puis on fait un lien comme ça avec une poignée de paille torsadée. C'est comme une petite fusée. C'est très compact. Ça se lance très bien. Ensuite, on l'attache à la charpente de bois. On utilise de la ficelle de chanvre et on les lie une par une à toutes les baguettes et les tiges qui traversent le toit. Ça crée un sous-toit solide et assez dense qui va définir l'épaisseur du chaume. Le vent ne l'endommagera pas et les oiseaux auront du mal à l'arracher. Le tas de fougères est énorme.
Il est temps de sortir Blackthorn, la jument de trait de la vallée. Blackthorn se débrouille très bien aujourd'hui. Elle est beaucoup plus calme que la dernière fois qu'on l'a fait travailler. Je l'ai amadouée, je crois. Je vais la sortir et la faire bouger un peu avant de commencer pour qu'elle se défoule. On a eu des problèmes avec le collier, mais c'est à peu près réglé. Par exemple, la sangle de cuir est trop large pour la boucle. Mais ça a l'air de bien marcher. Elle arrive à tirer de lourdes charges avec. Prête ? Après avoir passé des heures à couper des fougères dans le champ d'angle, il leur reste à persuader Blackthorn de les tirer jusqu'à l'étable. Brave fille. Allez, ma douce. Non, non, non. Allez, tu vas y arriver. Allez. Avance. Allez, non, ne fais pas l'idiote. Avance. Brave fille. Brave fille. Allez, viens. Belle jument. Quelle brave fille. Allez, allez, allez. J'essaie d'obtenir une épaisseur de chaume régulière, parce que je ne veux pas que ça fasse de rigole. Faire des rigoles, ça veut dire que si vous avez une partie moins épaisse et une plus dense, la partie la moins épaisse se creusera plus vite. Ce surplomb est très important pour garder la maçonnerie du bâtiment hors d'eau. Plus ce sera égal, mieux l'eau sera évacuée. Allez, allez. Blackthorn finit par gravir la colline. Maintenant, la grande question est de savoir combien de voyages il lui faudra faire. 4 pour finir ça. 7, 8, encore une dizaine. Tu es vraiment doué pour remonter le moral. La jument te déteste. Mais non. Elle est formidable. Complètement différente du début, beaucoup plus en forme. Elle a perdu un peu de poids, elle retrouve la forme, elle a été ferrée, elle devient un bon cheval de labour, elle gagne son pain. Elle me fait très plaisir. L'aube est fraîche sur la vallée. Ce sont maintenant les chaumiers qui ont le souci de terminer l'étable. Notre équipe peut donc s'occuper d'une autre priorité saisonnière, mener les cochons pâturer dans les bois. À cette époque de l'année, les glands tombent, les faînes, les baies d'aupépine aussi. C'est le moment d'en profiter au maximum en conduisant les cochons dans les bois pour qu'ils puissent engraisser. Car dans quelques semaines, nous les abattrons. Allez! Les cochons adorent les glands. Le seul problème, c'est que s'ils en mangent trop, ça peut carrément les faire exploser. Le boulot du porcher est de s'assurer qu'ils aient juste le bon mélange. Hé, vilain cochon! Cochon dans le sous-bois! On a perdu un cochon! Sur le toit de l'étable, Keith est assisté par John Letts, un archéologue qui étudie depuis longtemps les anciennes méthodes de couverture en chaume. Les fougères constituent la couche de base permanente du toit de chaume. Les toitures de chaume sont faites de 2 couches. Une couche de base permanente, qu'on ne remplace jamais, et qui est donc protégée des éléments, puis une couche dégradable d'un autre matériau par-dessus. Il est rare qu'on utilise des fougères, en tout cas, on ne s'en est pas servi depuis un siècle et demi au moins. On peut étudier l'architecture, on peut lire sur ce sujet, mais le faire vraiment c'est différent. C'est plein d'épines, de spores. Je vais tousser toute la nuit et ça, c'est pas filmé. Case, tu as besoin de moi là-haut? Oui, j'attache ça et tu montes. Couvrez ce côté. Après une petite évasion sans conséquence, le porcher semble s'en tirer honnêtement. Le cochon n'est pas un animal qui se laisse facilement diriger. C'est une créature des bois et quand on l'effraie, son instinct la pousse à courir, se mettre à l'abri. Tenez ces cochons à l'œil. Il faut avoir juste la bonne dose de discipline avec eux. Trop, ils prennent peur et vous ne leur voyez jamais. Et pas assez, ils ne bougent pas parce qu'ils ont repéré quelque chose d'intéressant ou fourré leur groin. Allez les cochons, doucement. Par la porte, sinon ils vont sauver partout. Oh, il a trouvé des pommes sauvages tombées dans cette haie.
Le cochon est fait pour chercher sa nourriture avec son groin. Il a une très mauvaise vue et un très bon odorat. Je les ai entendus croquer, et comme il y a un noisetier ici, c'était sûrement des noisettes. Il y a un petit chêne de ce côté. Il y aura des glands dessous, ils vont se jeter dessus. Le sous-bois regorge de friandises délicieuses pour les cochons. Mais ils sont attirés par autre chose, le goût de la liberté. Les cochons cherchent ce qui a l'air bon. Quand ils pensent en avoir fini avec l'endroit où ils fouillent, ils vont ailleurs. On peut agiter sa jupe devant leurs yeux, ça marche bien. Ils n'aiment pas ça. Une tape sur le dos avec la main ou une baguette les fait parfois bouger, mais seulement s'ils le veulent. On ignore si le tapis de fougère fera une bonne couche de base pour le chaume. C'est une nouvelle expérience, même pour nos deux experts chaumiers. C'est la première fois que je travaille sur une base de fougère. C'est très différent. Le petit souci, comme elles sont vertes, c'est le rétrécissement. Je suis sûr qu'elles devaient être sèches avant qu'on s'en serve, mais ça fait partie de l'expérience. Combien de temps va-t-il vraiment falloir pour que ces fougères vertes soient bien sèches? De combien vont-elles rétrécir? Car si nous posons une couche de surface de paille dégradable par-dessus et que la couche de base rétrécit, les fixations qui tiennent la surface lâcheront et la paille glissera. Ce n'est pas une situation enviable. Celui-ci s'appelle Arthur. Arthur, c'est le roi du troupeau. Et voici sa dame, Guenièvre. Cet autre là-bas, c'est un fauteur de trouble. S'il ne lui reste que la moitié de la queue, c'est qu'il a tendance à asticoter les autres. Un cochon a dû l'attraper et lui arracher. Ce sont des bêtes merveilleuses. Elles sont non seulement utiles pour nettoyer les friches, mais leur chair est délicieuse et elles se débrouillent presque toutes seules. C'est la belle vie dans la nature pour les cochons. Ils vont donner d'excellents jambons. Encore quelques pommes sauvages et ils n'auront même pas besoin de sauce. J'ai hâte de manger un bon plat de porc. Pourtant, je suis triste de les voir comme ça. On devrait peut-être penser à les ramener à la porcherie. Alex, c'était toi? Non, c'est un des cochons qui a des problèmes. Pendant que John tasse les fougères, Keith doit fixer chaque botte sur le toit à l'aide d'une aiguille de chaumier longue de 60 cm. C'est là qu'on s'amuse. Je glisse mon bras sous la couche de base, j'attrape le chevron avec la main gauche et je me sers du bout de l'aiguille pour la trouver. Je tire le lien, je sors l'aiguille, puis je passe de ce côté du chevron. Par derrière, dans le chat de l'aiguille, je tire vers moi. Et le bout du lien devrait être là. Le voici. Ensuite, je fais une attache avec une baguette de noisetier horizontale. Je la pique dans la couche de base, elle s'enfonce loin. Puis je fais un nœud simple au bout. Et quand je tire de ce côté, ça serre à fond. On voit que ça tire là. Pour égaliser, il faut mettre de la pression. On donne un bon coup. Vous voyez comme ça comprime les fougères, très serrées, ce qui crée une base bien ferme. Tout le monde se donnant à fond dehors, Stuart prévoit un solide souper. J'ai une épaule qui vient d'une des vieilles brebis. Comme elle ne pouvait plus produire de laine, elle a été engraissée à l'automne et nous l'avons tuée. On va la faire rôtir à la broche. À l'époque, le laboureur, c'est-à-dire le fermier et ses principaux manouvriers, avaient l'habitude de manger de la viande rôtie 2 fois par semaine, généralement le jeudi et le dimanche. Voilà, elle est embrochée. Les pics servent à empêcher la viande de glisser et de tourner quand on la fait rôtir à la broche. Sinon, on se retrouverait tout le temps avec la partie la plus lourde en bas, ce serait brûlé d'un côté et cru de l'autre. Je vais juste saler un peu. Dans les années 1600, les Britanniques avaient la réputation de servir les meilleurs rôtis. D'après une source contemporaine, ils sont plus polissés que les Français quand ils mangent, ils dévorent moins de pain mais plus de viande, qu'ils rôtissent à la perfection.
Je monte, tu peux me les passer? D'accord. En automne, il y a une telle quantité de fruits mûrs à la ferme qu'on ne peut pas les manger tous. Sans réfrigération, le meilleur moyen de les conserver est de les entreposer au grenier. Il y a 400 ans, c'est dans ce genre d'endroit qu'on gardait les fruits durant l'hiver. Il fait frais en haut, ça n'est pas à proximité des feux ni des cheminées. C'est sec et la circulation d'air est excellente. Avec de la chance, on devrait pouvoir manger des fruits frais jusqu'en mars. Bien sûr, il faut monter à intervalles réguliers pour trier. Comme ça, si certaines se gâtent, on s'en débarrasse avant qu'elles ne fassent pourrir toutes celles qui les entourent. Il y a 400 ans, toutes les fermes, même les cottages des laboureurs, avaient de grands potagers très productifs. Et comme nous sommes à la saison de la betterave, je vais en faire bouillir pour en mettre dans la salade. Dans le grenier à pommes, il ne s'agit pas seulement d'entreposer et de surveiller les fruits. Il faut un système soigneusement mis au point. Nous les rangeons par variété, car chacune a une utilisation et un temps de conservation différent. Ici, ce sont les calvilles aromatiques que Chloé est en train de cueillir. Tu dis qu'il y en a pas mal de pourris? Oui, plusieurs par ici. Et ça, ce sont mes préférées, les rainettes grises là-bas. À manger comme ça, elles sont excellentes, vraiment acidulées. Pour cuisiner, je préfère la costard. Elle fait de très bonnes tartes. Nous avons de nombreuses variétés. De la rainette de Londres, de la pearmain d'hiver ici. Ça va ma puce? Oui. J'ai les genoux en compote. L'épaule doit être cuite. Évidemment, c'est beaucoup plus chaud que quand on l'a embroché. Je fais glisser une pique de ce côté-là. Elle a passé 8 ans à courir sur ces collines. C'est une vieille bête coriace. On va mastiquer ce soir. Et voilà. Les dernières. Je viens t'aider, Chloé? Hey Stuart, ça a l'air bon. Quand j'étais dans le verger, le vent faisait voler des bouts de bois. Octobre a été un bon mois dans la vallée. La récolte de poires et le pâturage des cochons se sont bien passés. Mais notre équipe s'est laissée dépasser pour la couverture de l'étable. Il faut finir le toit avant de pouvoir rentrer les vaches, quand le froid se fera vraiment mordant. La prochaine fois, nous serons en novembre. L'équipe doit se dépêcher de finir l'étable. C'est le moment de tuer le cochon. Et de le préparer pour le souper.